Bonjour Diane, bonjour Jean. Bonjour monsieur. Fidèle au poste. Eh oui, fidèle. Alors, nous allons tout de suite revenir sur votre soutien à François Fillon, que certains internautes ne comprennent pas. Et ils vous reprochent surtout de vous baser sur le profil psychologique du personnage et de faire abstraction de son passé de Premier ministre sous Sarkozy. Que répondez-vous à vos contradicteurs ? Bon, d'abord, de ce que je reçois comme message à ce sujet-là, il n'y en a franchement pas beaucoup. Alors, ce que je peux leur reprocher, puisqu'ils me reprochent quelque chose, c'est de ne pas comprendre qu'un homme, au contact des réalités, peut changer. Parce qu'après tout, on pourrait faire le même reproche à Poutine tant qu'il a été sous la coupe de Elstine. On l'a pas beaucoup entendu, il s'est tu, il a attendu d'être au pouvoir pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Donc, bon, évidemment, on ne sait pas ce que fera Fillon. Deuxièmement, est-ce que ces gens qui me reprocheraient ça ont un meilleur choix ? Marine Le Pen. Marine Le Pen, quand on voit ses dernières déclarations, ces déclarations de son gourou, maître Gilbert Collard, devant je ne sais plus quelle structure juive de France, etc., disant que c'est pas la France aux Français, mais la France aux Juifs, parce que le judaïsme a tellement apporté à la France, pour moi c'est pas tout à fait la France quand même. Et puis alors quand elle répond aux journalistes qui lui demandaient de façon très vicieuse si elle était élue présidente de la République, si elle prendrait sa nièce Marion comme ministre, qu'elle répond sèchement non, moyennant quoi on apprend que Marion est en train de laisser tomber parce qu'elle en a marre, ça ne met pas tout à fait en appétit. Alors est-ce qu'ils, je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent faire arriver Macron ? En fait, c'est un choix stratégique. Pour moi, c'est un choix stratégique. Et il y a une chose alors qui me sidère, c'est que ces gens qui ne comprennent pas la nécessité que l'on a de voter pour François Fillon, ils ne comprennent pas que, étant attaqué comme il est attaqué, ça veut dire que le système le rejette et ne le considère plus comme un des siens. C'est quand même très significatif, ça. Et quand on voit la différence de traitement fait par les médias, d'une part à Fillon et d'autre part à Marine Le Pen, il y a une disproportion de teneur d'attaque. Parce qu'ils ont besoin de Marine Le Pen. Et ils ont besoin pour eux, Marine Le Pen, c'est un repoussoir qui est nécessaire. Mais attendez le deuxième tour, ce sera... Alors que François Fillon, pour eux, c'est la nécessité absolue de l'éliminer pour que Macron soit au deuxième tour et en position de l'emporter face à Marine Le Pen. Mais ça, ces gens-là ne comprennent pas. La stratégie dans les milieux de droite, mon Dieu, mais je sais pas, ils comprennent pas. Plus bouché que ça, tu meurs, comme on dit. Alors, la question suivante. François Fillon accuse Hollande d'assassinat politique et de coup d'État institutionnel. Il s'appuie notamment sur le livre Bienvenue Place Beauvau. Ces propos sont-ils justifiés ? Bien, tout à fait justifiés. En plus de ça, les journalistes, alors c'est ça qui est magnifique, c'est que ces journalistes ont donné le texte sur lequel s'est appuyé et s'appuie François Fillon pour dénoncer le complot de l'Élysée. Et après, ils ont l'outrecuidance de dire qu'ils n'ont pas écrit ça. C'est magnifique. Alors, c'est magnifique. Et alors, justement, les gens dont vous parliez tout à l'heure qui ne comprennent pas la nécessité de voter Fillon, ils ne voient pas ça. Mais qu'est-ce qu'il faut leur faire pour leur ouvrir les yeux ? Paraîtrait-il qu'il y aurait en fait un vote secret Alors, je ne sais pas, mais ce que je sais, je ne sais pas si vous avez l'intention de poser des questions là-dessus, je vais déjà y répondre, c'est qu'on m'a communiqué le résultat d'un sondage diligenté par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, qui donne Marine Le Pen 31, François Fillon 21, Macron 16. Ce qui serait très intéressant d'avoir justement Fillon et Marine Le Pen au deuxième tour. Ah oui. C'est ça qu'il faut viser. C'est ça qu'il faut viser. Parce que ça droitisera le débat. Oui, bien sûr. Oui, inévitablement. Mais voilà ce que les gens dont vous parliez tout à l'heure, qui ne comprennent pas mon attitude, ne comprennent pas. Et je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. La France aurait gagné. Hein ? La France aurait gagné. Je ne dis pas qu'elle aurait gagné, mais ça pourrait nous rapprocher.
C'est quand même assez courageux comme démarche. Il dénonce en fait François Hollande, il a presque envie de porter plainte, enfin apparemment. Alors ce qui est intéressant justement de la part de Fillon depuis maintenant 2 semaines environ, c'est qu'il est passé à l'attaque. Oui, Au lieu de courber la tête et d'essayer de se défendre, et il ne peut pas se défendre parce que les médias, les commentaires des médias sont tellement tordus la seule défense, c'est l'attaque. C'est toujours la même chose. La meilleure défense, ça a toujours été l'attaque. Et ça, il semble avoir compris. Alors, que penser du soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron, puis maintenant à François Fillon? C'est d'abord, Valls cherche une voie il cherche à se rétablir. En fait, il ne sait pas quoi faire. Alors Macron, il est évident que Macron n'a pas particulièrement apprécié, parce qu'il y a tellement de barons du socialisme qui l'ont déjà rallié. Et on peut dire que quasiment tous les ministres de Hollande sont maintenant chez Macron, à commencer par le célèbre Le Drian, cet homme, ce ministre de la Défense qui est tellement aimé par nos grands chefs militaires, qui bien entendu n'ont strictement rien compris à cet élément très 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 malin qui est du Grand Orient de France, lui aussi, comme tous les autres. Et donc ça pourrait faire du tort à François Fillon également d'avoir... pourquoi Valls un homme... Non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Alors on a fait dire à Fillon, oui, pourquoi pas, je suis prêt à discuter avec lui, mais on fait dire n'importe quoi à Fillon. C'est incroyable. Et c'est là-dessus que c'est pas dire de gros mots, c'est naïf d'une certaine droite catho, parce qu'en général ce sont les cathos qui rentrent dans ce jeu-là et ne comprennent pas. Et alors, je crois qu'on a parlé tout à l'heure de cette personne que j'ai rencontrée hier, à proximité de notre endroit de conférence, qui me dit « Ah, monsieur Ploncard, je suis déjà venu à vos conférences. » Alors on parle un petit peu, puis lui aussi me dit « Mais je ne comprends pas votre attitude en faveur de Fillon. » Et il m'apprend, ou plutôt il me rappelle, que la fraternité Saint-Pédis n'a pas donné de consigne de vote. Ça vous rappelle rien, ça? Sarkozy? Voilà, bravo Diane. Ça nous ramène immédiatement. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fraternité Saint-Pédis qui trouvait normal de faire voter Sarkozy, avec tout ce que Sarkozy représente, de contraire au christianisme, et qui ne donne pas de consigne de vote pour le catholique Fillon? Non, mais écoutez, il y a un problème là. Hein? Qui tient la fraternité Saint-Pédis? J'en dis autant pour la fraternité Saint-Pierre. Oui. Donc voilà ce que sont nos milieux catholiques aujourd'hui. Donc, vous savez très bien ce que j'en pense, c'est pas avec eux qu'on rétablira les choses en France. Sur Boulevard Voltaire, il est reproché au programme Fillon de ne pas mettre en cause l'emprise de Bruxelles et de la mondialisation financière. Qu'en pensez-vous? Si vous étiez à la place de Fillon, si j'étais à la place de Fillon, si vous, Diane, étiez à la place de Fillon, est-ce que vous pensez que vous pourriez dire tout ce que vous pensez? Certainement pas, mais d'autres se permettent d'aller un peu plus loin. Il faut voir quel est deux choses. Il y a l'entourage de Fillon, bon gré mal gré, avec les Sarkozy, les Juppé et leur soutien. Il faut imaginer ce qui arriverait à Fillon si Fillon disait qu'il voulait sortir de la communauté européenne, donc il est obligé de louvoyer à vue. Moi, c'est l'impression qu'il me donne. Et je rappellerai encore une fois, je crois qu'on en a déjà parlé, c'était à propos de la GPA, gestation pour autrui, et Fillon, c'était soit dans un discours, je crois que c'était dans un discours, avait dit que si la communauté européenne continuait à mettre la pression sur la France pour que la France accepte la gestation pour autrui, eh bien la France serait obligée de se retirer de, je ne sais plus ce qu'était cette structure européenne, enfin bref, peu importe. Donc, à la différence de tous ceux qui ne comprennent pas l'utilité de voter Fillon, j'ai regardé tout ce que Fillon a pu produire et je regardais tous les débats, le crayon à la main. Il faut savoir aussi lire entre les lignes. Il est évidemment pas, de notre point de vue nationaliste, l'idéal, puisqu'il est gaulliste, apparemment quelque peu tout de même européiste,
Mais pour moi, c'est la meilleure approche. C'est une étape. Pouvez-vous revenir sur la déclaration de Macron concernant la colonisation algérienne et apporter des références ? Alors, il y a deux choses très curieuses justement. C'est que donc il y a la formule très connue de Macron disant que la colonisation française avait été un crime contre l'humanité. Mais là encore, il montre son analphabétisme parce qu'il oublie une chose, c'est qu'en disant ça, il dénonce la politique coloniale de la Troisième République maçonnique. C'est la Troisième République maçonnique qui a lancé la colonisation. Et j'ai déjà rappelé, je crois ici, lors d'entretiens ou dans des conférences, je ne m'en rappelle plus, ou les deux, qu'à l'époque, les nationalistes de l'Action française, qui n'a rien à faire avec celle d'aujourd'hui, hélas, dénonçaient justement cette politique coloniale. Les nationalistes à l'époque, à la fin du XIXe siècle, n'étaient pas du tout d'accord avec la politique coloniale de la Troisième République maçonnique. Donc c'est une chose dont il faut tenir compte. Donc Macron, vraiment, se révèle comme le parfait ignare dans tous les domaines. Pour lui, il n'y a pas de culture française, il n'a jamais vu. Pour lui, c'est le mondialisme. La Guyane est une île. La Guyane est une île, confondant la Guyane avec Cayenne, le bagne, etc. Donc le bagne, où j'espère bien qu'on pourra mettre un de ces jours un certain nombre de nos hommes politiques, à défaut de les guillotiner. Bon, d'accord. Non, mais et c'est ça qui pourrait être un jour, grâce aux catholiques qui n'auront rien compris, président de la République. Eh bien, alors là, si Macron passe, je vous garantis que on m'entendra encore sur ces bons catholiques qui n'auront strictement rien compris une fois de plus. D'ailleurs, on peut continuer sur Macron. Pouvez-vous revenir sur les suspicions, en fait, sur le capital de Macron ? Ah mais alors là, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, c'est dans... Non, c'est pas ce numéro. On en a parlé dans la politique, notre lettre d'information. Alors, il y a eu plusieurs économistes qui en ont parlé, justement, et qui ont démontré le mensonge, il n'y a pas d'autre terme, le mensonge de Macron quant à sa fortune. Il y a environ 3 millions, 2,8 millions, je crois, qu'il a reçu de Rothschild pour un contrat qu'il avait négocié. Puis un contrat, comme il était associé à Rothschild, il y a eu certainement d'autres choses aussi. Et là, donc ils ont interpellé comment ça s'appelle, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est un bidule qui avait été lancé par Christiane Taubira et qui vient de refuser à l'un de ces spécialistes des finances que j'ai nommé, c'est un certain monsieur Serge Grasse, qui a refusé de confirmer les informations, et on n'a plus la possibilité d'accéder aux avoirs, à la connaissance des avoirs de M. Macron. Donc vraiment, il est protégé. Et voilà ce que je voudrais tout de même que le milieu qui me reproche de soutenir Fillon essaie quand même de comprendre. Ils vont le faire passer. Mais alors vous disiez en début d'entretien que les sondages paraissaient assez mitigés à son égard. Macron pourrait-il être lâché par le système au profit d'un autre candidat, comme Fillon ou Mélenchon? C'est par exemple l'analyse qu'en fait Alain Soral. Alors pour Mélenchon, oui, parce que tout est fait pour le gonfler dans les sondages. Fillon, non. Il n'y a qu'à voir la campagne haineuse contre lui. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu à la télé dernièrement, il a été enfariné. Oui. Jean, vous avez vu, il a été enfariné. Hier. Commentaire. Ha ha ha. Oui. Maintenant il est blanchi. Oui, c'est passé. Mais vous vous rendez compte de cette haine? Oui, puis alors, en fait, est-ce que vous avez su l'histoire? C'est que l'individu qui est enfariné est d'origine tunisienne ou etc. Fiché S, il est parti faire la guerre en Afghanistan et disent-ils dans le journal qu'il n'est pas radicalisé.
Ah non, c'est tout et n'importe quoi. Mais fantastique. vous connaissez ma méfiance envers les attentats dont la France a été victime. Vous savez très bien quelle est ma thèse là-dessus, c'est que ce sont des esprits faibles qui sont manipulés par les services secrets, soit français, soit israéliens, et je pèse bien mes mots, pour faire peur aux Français et leur faire accepter l'abandon de leur souveraineté. Donc vous ne pensez pas que nous... Alors là, c'est intéressant. Si vous avez les données là-dessus, vous me les envoyez, s'il vous plaît. Non, ça, j'avais pas vu. Extraordinaire. Ah non, mais c'est magnifique. Le titre Alors, de garde. voilà les hommes de main. Voilà les hommes de main contre Fillon du système. Oui, ouais. Maintenant on comprend. C'est démonstratif. Alors, est-ce que les cathos qui ne comprennent pas ma manœuvre vont finir par comprendre? Alors le général Soublet quitte déjà le navire En Marche de Macron. Que dire de ce rapide changement? On peut toujours faire crédit aux hommes. Alors peut-être qu'il a découvert, peut-être a-t-il découvert que Macron était tout de même un personnage douteux. Ou bien il n'a pas obtenu la place éligible qu'il convoitait. Bon, mais, donc, retenons simplement qu'il s'est retiré de chez Macron, mais il y a de la relève. J'ai relevé dernièrement qu'un certain Jean-Michel Fauvergne, ex-patron du RAID, lors des attentats de 2015, donc le Bataclan, le Stade de France, etc., venait de rejoindre Macron. Il avait déjà un pied dedans, mais... Alors c'est intéressant parce que si on se rappelle, et je renverrai aux articles que nous avons faits, et notamment mes éditoriaux à l'époque sur ces attentats, rappelez-vous l'histoire du Bataclan quand même. Le délai étrange qu'il y a eu entre le déclenchement de la tuerie et l'arrivée des forces de police, RAID et compagnie. Et d'autant plus qu'il y a une pièce qui vient s'ajouter aujourd'hui au puzzle. Alors, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Paraîtrait-il qu'il y avait un groupe de 6 militaires qui traînaient pas très loin du... Mais oui, exactement. Ils ont eu ordre de ne pas intervenir. Exactement. Donc là encore, et c'est ça qui conforte toujours ma thèse, c'est qu'on a l'impression que le pouvoir qui nous gouverne a besoin de ces attentats pour horrifier les Français et lui faire accepter sa politique. Et à qui profite le crime? Sinon, encore une fois, au sionisme. Rabattre les Français et le monde catholique dans les bras du sionisme. Il me semble que c'est clair, non? Ouais. On passe un petit peu du coq à l'âne avec ces deux questions. En fait, qu'avez-vous pensé du débat, plus particulièrement de l'échange entre Mélenchon et Marine Le Pen? En fait, si que vous savez... vous n'allez pas mettre des crèches partout, etc., etc. Nous emmerdez pas avec vos crèches. Bon, alors je vais faire un petit retour en arrière. Vous avez vu, puisque vous recevez la politique tous les deux, que c'était dans l'avant-dernier numéro, donc le numéro 183, dans un article qui s'appelait « Où va le front ?» J'avais rappelé les déclarations de Gilbert Collard, le franc-maçon Gilbert Collard, devant une association de Juifs de France, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure au début de notre entretien. J'avais rappelé la déclaration de Marine Le Pen félicitant les Israéliens pour sa politique de colonisation dans les territoires occupés. J'avais rappelé le voyage de Nicolas B. En Israël, qui normalement aurait dû rester secret, mais il y a eu des fuites, donc ça s'est su. Donc c'est le à plat ventre de Marine Le Pen et de la haute direction du Front National devant Israël. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Une déclaration de Marine Le Pen très désagréable pour les catholiques, ces connards de catholiques, bon. Je dirais quasiment la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce dont on a parlé tout à l'heure. Et puis interrogé, je reviens sur ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, interrogé par des journalistes au cas où elle arriverait à la présidence de la République, si elle prendrait comme ministre sa nièce Marion, et répondons sèchement non.
Et on apprend ces jours-ci que Marion est en train de lâcher parce qu'elle en a marre. Alors, si je fais ce rappel, c'est pour expliquer pourquoi Marine Le Pen a fait ces déclarations. Très bien d'ailleurs, très bien, mais il faut savoir le pourquoi. C'est que il y a dû avoir un certain remue-ménage au Front National de la part de tout de même l'aile droite et catholique, qui est tout de même, à mon avis, la partie la plus importante, malgré les épurations successives. Quand elle fait allusion aux racines chrétiennes de la France, etc., ce qui rend furax ce brave Mélenchon, franc-maçon du Grand Orient, il faut le savoir, le rappeler, elle ne fait qu'essayer de donner des gages à son aile de droite du Front National, qui n'avait pas du tout apprécié ses précédentes déclarations. Donc, moi, je veux bien entendre ça, mais enfin, je préfère que les paroles soient suivies par des actes. Or, du côté de Marine Le Pen, pour l'instant, les actes ne suivent pas ces paroles qu'elle a prononcées face à Mélenchon. C'est pour ça que si François Fillon arrive au deuxième tour avec Marine Le Pen, je ferai voter pour Fillon. Ça, Marine Le Pen et le Front National, pour moi, c'est terminé. Terminé. On pourrait peut-être ajouter aussi cette petite réflexion croustillante de Mélenchon, à propos de Lafarge, en sachant que Lafarge, vraiment, on sait à qui... Alors, Lafarge, je ne veux pas oublier, a été racheté par les Suisses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait plus du tout, il n'y aurait pas de capitaux encore de... Mais il est évident, toutes ces grandes structures internationales, donc internationalistes et mondialistes, pour eux, il n'y a que le fric qui compte, c'est tout. Et quand vous regardez les appuis de Macron, qui vous trouvez non seulement l'intelligentsia juive, donc ils y sont tous, au complet, mais vous trouvez tous les grands patrons d'industrie français. Tous. À commencer par cette douce, si on peut en parler, de Laurence Parisot. Oui. J'ai pas de preuve absolue là-dessus, mais je suis persuadé, vu son parcours et toute son action, qu'elle est maçonne. Si vous avez un texte là-dessus, je suis preneur. Alors, souhaitez-vous revenir sur la campagne d'Asselineau? Ces groupies ont peu apprécié votre dernière attaque à l'encontre de Madame Coquart, qui, selon vous, est à la Grande Loge féminine de France, mais apparemment ce n'est pas sa femme, etc. Bon, alors, la citation que j'ai donnée, qui est une citation, je crois, de l'Express, c'est dans le numéro 183 de la politique, il y a incontestablement un aspect un peu ambigu. Bon, alors, essayons tout de même de voir clair dans le personnage d'Asselineau. Ce qui accrédite tout de même cette thèse, alors, quel est son rapport femme, pas femme, maîtresse, amie ou je sais pas quoi, j'en sais rien, mais il y a tout de même une chose qui est très curieux, quels que soient les rapports entre cette personne et François Asselineau. La première chose qui m'avait attiré l'attention concernant Asselineau, c'était quand il a commencé à faire parler de lui, il doit y avoir quoi, 3-4 ans à peu près. 5 ans maximum. Voilà, grand maximum. Dans lequel il commençait à dénoncer l'Europe communautaire, très bien, l'action des États-Unis, oui, très bien. Mais ses références politiques et historiques, c'était les grands ancêtres de la Révolution, le franc-maçon Clemenceau, responsable du carnage de la guerre de 14, et De Gaulle. Alors, est-ce que vous croyez que c'est avec de pareilles références que l'on peut combattre ceux qui ont poussé à la constitution de la Constitution européenne, enfin de la construction européenne? Pas possible. Il y a une contradiction. Hein? Donc c'est ça qui m'avait attiré l'attention. Et puis par la suite, il y a eu d'autres déclarations, dont certaines toutes récentes justement, que nous avons signalées dans la politique, dans lesquelles il répondait à des gens qui l'interviewaient. Parce que, vous savez, ce que je dis, les mises en garde que j'envoie, soit par la politique, soit dans nos entretiens ou conférences, soit sur les réseaux sociaux, il y en a qui relayent, et visiblement certaines personnes qui étaient proches, je suppose, à une certaine époque de l'UPR, donc d'Asselineau, lui ont posé des questions dérangeantes.
Et c'est lui nous de répondre. Oui, mais le grand remplacement, l'euthanasie, l'avortement, je ne sais plus quoi encore, la maçonnerie, ce sont des sujets secondaires, il ne faut pas en parler. Ah bon? Et pourtant. Donc il est capable de dénoncer la construction européenne, avec tout ce qu'il y a derrière, l'action des États-Unis, sans parler de la maçonnerie. Ah bon? Cherchez la contradiction? Voilà. Alors, que ce soit Asselineau, que ce soit Dupont-Aignan, que ce soit Cheminade, le larmoyant Cheminade, je ne sais pas si vous l'avez vu lors du dernier entretien avec les 11 personnes, ce sont des gens qui n'ont eu leur signature de maire que pour enlever des voix et à François Fillon et à Marine Le Pen. Vous vous rendez compte qu'ils ont... C'est quand même assez terrible qu'ils aient trouvé un Jean Lassalle comme alors Jean Lassalle... 6e au bout du carré. Alors Jean Lassalle, j'avais entendu... Bon, il est marrant, il est touchant, mais enfin... Non, mais c'est plus grave. républicain que ça borné, il y a... Si, il y en a pas mal. Mais non, mais c'est grave. Je m'excuse du terme, je ne vais pas dire de gros mots. C'est un imbécile. Mais c'est grave. Enfin, dans la Constitution, pour la France, c'est grave. Et voilà. Comment des types comme ça arrivent à avoir 500 signatures, excusez-moi? Pour la raison que je viens de donner. Mais pour la raison que je viens de donner. C'est abracadabra. Ils sont utiles. Alors, soit ce sont des idiots utiles, soit ce sont des complexes du système. C'est pas compliqué. Bip, voilà. Aussi simple que ça. Interrogé par Conversano, Henri de Lesquen se définit comme nationaliste, libéral, républicain, démocrate, identitaire et populiste. Que pensez-vous de ce portrait? Bon, avant de répondre à votre question, je dirais que Henri de Lesquen, dont on connaît les origines par sa grand-mère qui serait une marane, comme nous l'avons signalé dans la politique, dont le blason change au gré des temps, comme on s'en est rendu compte concernant sa notice de Wikipédia, ne trouve aucun inconvénient à se faire interviewer par un certain Daniel Conversano, qui utilise ses fesses comme argument majeur. Voilà, Lesquen a coquiné avec ce personnage-là. Alors, pour répondre à votre question plus précisément, voulez-vous me dire comment on peut être à la fois nationaliste et libéral? C'est une antithèse. Le nationalisme ne peut jamais être libéral, puisque le nationalisme dénonce justement le travail du libéralisme contre le monde du travail. Et je ramène toujours à l'affaire de la Révolution dite française, l'abolition des corporations, et par Lord Isaac Le Chapelier décret à l'arme, qui laisse le monde du travail sans défense devant le capital, donc le libéralisme. Alors, comment est-ce qu'on peut être nationaliste et libéral? Je voudrais que monsieur de Lesquen, Duplessis-Casso, etc. Et nationaliste et républicain, c'est aussi une antithèse. Nationaliste, ça ne colle pas. Donc, on dirait... Ou bien c'est un ignare sur le plan du débat des idées, donc il ne voit pas les différences entre les idées, ou alors il essaye de faire un amalgame pour essayer de tirer des gens un petit peu de partout vers lui. Enfin, non, arrêtons là-dessus, il ne représente rien, et son Radio Courtoisie est en train de s'effilocher. J'ai eu des échos dernièrement que Radio Courtoisie perdait non seulement des collaborateurs, mais perdait des auditeurs à la chaîne, et qu'il avait un déficit, j'ai dit combien, 350 000 €, je crois. Quelque chose dans ce goût-là. Ah bon. Quelque chose dans ce goût-là. Alors, je ne sais pas. Ce sont des on-dit, je n'ai pas de preuves absolues, mais enfin, je suppose que les gens, quand ils entendent Lesquen mélanger libéralisme et nationalisme, se disent, mais ça ne va pas. Il faut dire que pour lui, les valeurs républicaines sont à l'opposé du cosmopolitisme. Ah oui, bon d'accord. Oui. Je regrette beaucoup, elles sont à la racine. Les valeurs républicaines, 1789 et la suite. Troisième République maçonnique,
4e République maçonnique, 5e République maçonnique sous laquelle nous vivons, etc. On n'en sort pas. Non. Alors, ou bien c'est un ignare, ou bien il trompe ses auditeurs. Peut-être en restant un tout petit peu sur cette même note du terme nationaliste et de définir quelles sont les limites du nationalisme, que dire de cette petite phrase éloquente d'Emmanuel Macron envers Marine Le Pen en lui disant « le nationalisme, c'est la... » guerre. Il ne l'a pas inventé, et Hollande l'a dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Si, il doit y avoir 2 ans, je crois. Le disait aussi, non Non, pas de Gaulle, non, pas de Gaulle, pas de Gaulle, non, je crois pas. Pas de Gaulle, pourtant j'aime pas de Gaulle, mais ça, il faut tout de même... non, en tout cas, Hollande l'a dit, d'ailleurs, j'avais accroché cette phrase dans un des éditoriaux de la politique à l'époque, ça a remonté environ à 2 ans. Et non, c'est pas le nationalisme qui est la guerre, c'est la démocratie qui est la guerre. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Qui est au pouvoir dans le monde? Le libéralisme, c'est la guerre. Bien entendu. François Mitterrand. Et François Mitterrand, je savais que j'oubliais. Il y a aussi François Mitterrand, exactement. Donc Hollande a copié la déclaration. Bravo Diane. C'est antinomique en plus, parce que pour un homme qui en fait allait fleurir... Oui, et je regrette beaucoup. Qui est au pouvoir dans le monde aujourd'hui, sinon la démocratie? Et quand on voit le nombre de guerres que cette démocratie suscite, c'est la démocratie qui est fauteuse, si j'ose dire, de guerre. Et donc finalement c'est pour dire que le cosmopolitisme c'est la paix. Finalement dire... Ah mais c'est exactement. Alors cosmopolitisme, il y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Enfin je sais pas, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, à propos de la Syrie. Donc on peut, je pense que vous allez certainement poser une question là-dessus tout à l'heure. On va finir avec une dernière phrase d'Henri de Lesquen qui pour lui, le clivage gauche-droite disparaîtra lorsque la gauche aura disparu. La gauche actuelle est-elle en train de mourir ou bien renaît-elle sous une autre forme? Elle va certainement renaître sous une autre forme, soit avec Macron, soit avec Mélenchon. C'est certain, c'est certain. Certains, c'est l'éternel combat entre la vérité et l'erreur sera toujours là jusqu'à la fin des temps. On sera toujours confronté. On sera toujours confronté. Hollande qui brigue la présidence de l'Union Européenne, cela vous inspire-t-il un commentaire? Ah oui, tout à fait, il est tout à fait adapté. Il a donné suffisamment de gages. Non. Marine Le Pen qui déclare que si elle était élue, Marion Maréchal Le Pen ne serait pas ministre, ne ferait pas... C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Peut-être ce que j'ai évoqué tout à l'heure, justement. Alors, après ça, je regrette beaucoup, alors que Marion est évidemment celle qui, au Front National, est la plus proche de nous. Est-ce que ça vous donne envie de voter pour sa tante? Et c'est toujours un petit peu le même schéma après, en fait. Elle se fait bousculer, ensuite elle dit qu'elle va arrêter la politique, c'est pas la première fois qu'elle va... C'est pas la première fois, ça peut être un chantage aussi. On verra. Les derniers attentats survenus, notamment à Orly, Londres et à Moscou, ont-elles un lien et qu'est-ce que révèle cette série d'attentats? Oui. Non, les attentats là, il y en a partout. Hein. C'est pas seulement Moscou. Hein. Là, c'est Saint-Pétersbourg en plus. Il y a la Suède. Tout à fait. Et puis la série avant-hier. Alors, je dirais qu'ils ne sont pas du même type. Les attentats de Londres, de Stockholm, etc., je ne les mets pas dans le même cadre que ceux de Saint-Pétersbourg. Pourquoi? Parce que ceux qui sont faits dans ces pays européens ne sont que la suite des attentats que l'on a déjà eus depuis au moins l'affaire Mera, jusqu'à ceux de 2015, etc., ceux de Nice, etc., ils rentrent dans le cas de ce que je dénonce d'une action favorable aux intérêts sionistes. C'est-à-dire que ces attentats faits en principe par des milieux islamiques, Daesh et compagnie, ne visent qu'à rabattre les opinions publiques vers les intérêts sionistes. Par contre, il y a une chose tout de même qui devrait sauter aux yeux. La quasi-simultanéité
entre les manifestations contre Poutine en Russie, avec à nouveau comme chef de file Navalny, et les attentats, enfin l'attentat à Saint-Pétersbourg. Alors Navalny, c'est qui? J'ai pris une note là-dessus parce que ce sera pour le prochain numéro de la politique. Navalny est financé par l'ONG US National Endowment for Democracy. Encore un bidule à la Soros. Alors, donc il y a ces manifestations qu'on a gonflées en Occident contre le pouvoir de Poutine et parallèlement cet attentat à Saint-Pétersbourg. Donc c'est pas du tout dans le même, on ne peut pas les mettre en parallèle avec ceux qui ont eu lieu à Londres, à Stockholm, etc. C'est différent. Je dirais qu'ils sont opposés. Alors, une information de valeur actuelle, le numéro 2811 du 2 mars 2017, que vous avez repris dans la politique numéro 183, révélait que le Conseil constitutionnel serait réuni 2 fois à la fin février. Se serait réuni 2 fois fin février pour étudier des possibilités d'un report de scrutin en cas de déstabilisation politique, entraînant une insincérité de l'élection présidentielle. Autrement dit, ils arrêtent le processus démocratique si, hier, en fait, Marine Le Pen arrive en tête des élections présidentielles. Ou Fillon. Ça vise les deux. Ah, ça vise les deux. Ça vise les deux. Mais oui, ça vise. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que Fillon est autant matraqué par la presse? Qui tient la presse? Ça vise les deux. Ça vise et Fillon et Marine Le Pen. Mais je regrette beaucoup, mais Fillon est beaucoup plus attaqué proportionnellement que Marine Le Pen dans la presse. Donc il faudrait peut-être se poser des questions pourquoi. Oui, alors continuons la citation, parce qu'elle n'est pas terminée. Oui, tout à fait. Alors entraînant en fait de l'élection présidentielle, l'allusion à la menace d'une ingérence de la Russie que François Hollande lui-même a décrété, quoi. Bien entendu, c'est l'excuse. Voilà, dans un entretien au Monde. Oui, et la suite? La valeur actuelle fait aussi allusion à un possible attentat terroriste à l'approche du premier tour, faisant muter l'état d'urgence de l'état de siège. À l'état de siège. Je la connais pratiquement par cœur, cette déclaration. Bon, ça ne vous rappelle rien de ce que j'ai déjà dit depuis je ne sais pas combien de temps? Mais Valls l'avait dit, Valls l'avait fait, il avait déclaré que si en fait ils avaient un candidat qui leur plaisait pas, ils auraient bloqué. Tout à fait. Or, qu'est-ce que je dis depuis des mois et des mois et des mois et des mois? Que ces attentats, justement, sont faits pour amener à un énorme attentat. Et je l'ai dit, mais quasiment on peut reprendre les anciens entretiens et beaucoup de mes conférences où j'annonçais qu'il allait y avoir soit un très gros attentat, soit un fait nouveau qui leur permettrait de bloquer les élections si ça ne leur convient pas. Et en fait, c'est quoi? Mais c'est exactement le même genre de tactique qu'a utilisé Nicolas Sarkozy quand il a voulu rejeter le vote des Français à propos de la Constitution européenne. Le vote n'est pas conforme, on annule le vote et on le fait passer sous un autre nom, le traité de Lisbonne. Eh bien, c'est ça qui va se passer si jamais ils arrivent à mettre en place cette manœuvre. Ils vont gagner du temps, ils vont essayer de tellement magouiller les cartes, etc., que, je sais pas, il va se passer quelque chose. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je suis très inquiet et je trouve qu'alors que ce texte de valeurs actuelles est très très important. Et en fait, la déclaration d'Emmanuel Valls, ça ne vous inquiète pas plus, parce que elle est quand même presque plus inquiétante. Mais de toute façon, c'est la même bande. C'est la même bande. Ouais. C'est la même bande. De toute façon, Valls, il faut savoir, et Grand Orient aussi, comme Cazeneuve, comme Le Drian, comme tous. Comme celui qui est président de l'Assemblée nationale, comme il s'appelle déjà président de l'Assemblée nationale, allez... Chaque fois on oublie son nom déjà dernier. Oui. Bon, bref. Oui. Qui lui aussi est du Grand Orient.
qui lui aussi... par contre, la différence entre Fillon et lui, c'est que Fillon a arrêté d'employer ses enfants et sa femme comme collaborateurs, comme collaborateur pour son action à l'Assemblée. Claude Barthelone, alors que Claude Barthelone continue. Et ce que j'ai regretté lors du dernier débat, justement avec le Léonce, c'est que la question est venue là-dessus. Et j'ai senti que François Fillon a hésité à balancer les noms. Hein, Claude Barthelone et un autre qui était là, Dupont-Aignan. Eh bien, tous les deux utilisent justement leur famille. Et le Premier ministre également qui a été déchu parce qu'il avait... C'est le Premier ministre là qui est parti parce que... Non, c'est pas le Premier ministre, c'était le ministre de l'Intérieur. Il a donné sa démission. Leroux. Ah oui, Leroux. Leroux, Oui, ministre de l'Intérieur. Un de plus qui... Un plus, bien entendu. Donc, il y a une liste, paraît-il, hein, ils sont plus de 100. Et alors, et celui de Leroux, là, qui était ministre de l'Intérieur, il utilisait ses enfants de 14-16 ans, et en plus de ça, sans les déclarer. Il était au collège, quoi, enfin, au lycée. Là encore, deux poids et deux mesures. Si ça n'interpelle pas les gens qui ne comprennent pas la manœuvre en cours, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour leur ouvrir les yeux ? Alors, revenu d'Israël, le grand maître du Grand Orient a été agressé par une femme d'origine maghrébine. Quelle analyse tirez-vous de cet incident ? Alors, bon, merci d'avoir précisé ça. J'avais vu l'information, mais je n'avais pas capté que c'était une personne d'origine maghrébine. Et ça m'amène comme commentaire à ceci, c'est que je constate de plus en plus que certains maghrébins comprennent mieux les dangers de la maçonnerie que certains catholiques. Et ce qui est de très curieux, c'est que on a tout de suite étouffé l'affaire. Que ça ne donne surtout pas des idées à d'autres. On a étouffé l'affaire parce qu'elle était d'origine maghrébine, ça aurait été un nationaliste, on en aurait fait... Ah, ça c'est évident. Ça c'est évident. Non, mais écoutez, on en arrive presque à se dire que peut-être qu'un jour, on sera heureux d'avoir une certaine communauté musulmane en France pour remettre les pendules à l'heure. Non, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça ? Le monde catholique ne se défend. BHL met les Juifs en garde contre Donald Trump qui qualifie de faux amis des Juifs. Il n'est pas animé par l'amour profond d'Israël. Bah oui, mais là... Je ne fais pas la quenelle, hein. Je ne fais pas la quenelle, rassurez-vous. Parce que sinon, c'est la 17e chambre. Non. Mais écoutez, c'est magnifique. Ce malheureux Trump, vous savez ce que j'en ai dit depuis le début, de ce que je pensais de Trump. Et malheureusement, les événements récents... Vous ont donné raison. Me donnent raison. Bon. BHL, Bernard-Henri Lévy. Il n'y a rien assez pour eux. Rien assez. Donc, c'est pour ça que je dis tac, 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 tac. Et pourquoi devrait-il l'être ? Animé d'un amour profond d'Israël, il est président des États-Unis, enfin bon. Ça, c'est, rappelez-vous, ma formule concernant cette attitude américaine, c'est le biblisme qui contamine la société protestante américaine. Et par là que cet amour d'Israël passe. Alors, question à l'international, les États-Unis s'installent au nord de la Syrie. En quoi cette situation est-elle préoccupante ? Et puis, peut-être y aura-t-il un lien avec le bombardement au gaz sarin ? C'est évident. Et alors là, justement, pour en revenir à Trump, c'est qu'on se rend parfaitement compte que ce n'est qu'une grande gueule. Une marionnette. C'est une marionnette et que c'est en fait ce que j'appelle le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire le Pentagone, qui gouverne les États-Unis, tout simplement. Alors, bon, il veut rester au pouvoir, donc il va marcher. Il va marcher. Alors, ça a été d'abord l'envoi de Marines dans le nord de la Syrie. Mais de quel droit ? La Syrie est tout de même un pays souverain.
Non mais vous savez, dès qu'il y a eu cette passation de pouvoir entre les deux, Obama et puis Trump, qu'on a bien vu que Trump n'agissait pas contre les ordres d'Obama d'envoyer des troupes dans le nord en fait de l'Europe, tout à fait, Syrie. aux frontières de la Russie. Il n'a rien fait. On pouvait déjà Tout se dire au lendemain de son élection. Tout à fait. Laisser... Alors non seulement parce que les événements vont vite en ce moment, il y a eu l'envoi des marines dans le nord de la Syrie, et donc c'est mettre évidemment la Russie en porte-à-faux, parce que va faire la Russie maintenant, qui est alliée tout de même officielle de la Syrie. Et vient de se rajouter le bombardement suite à l'annonce de ce soi-disant bombardement au gaz sarin. Bon, c'est de la manipulation ce truc-là. D'abord, il n'y a pas eu d'enquête de menée pour savoir qui avait fait le coup. Et M. Trump bombarde, et de quel droit, un pays dont la responsabilité n'a pas été démontrée. Parce que simplement, les casques blancs, une de ces nombreuses courroies de transmission du pouvoir américano-sioniste, fabrique des documents, on le sait, c'est pas la première fois, fabrique des documents pour horrifier les populations occidentales. Alors, résultat de cette action de Trump, la Russie vient de dénoncer l'accord de... comment ça s'appelle ça, de non-intervention en cas en fait, c'était un traité qui avait été fait entre les États-Unis et la Russie pour qu'ils évitent de se tirer dessus. La Russie vient de dénoncer cet accord. Ce qui veut dire que la prochaine incursion... ça tombe sur les Russes. Ouais. Alors, il est évident que Poutine va sur la pointe des pieds parce que on se rend compte que les États-Unis ne souhaitent qu'une seule chose, c'est l'affrontement avec la Russie. Pourquoi ? Parce que pour que Israël puisse survivre, il leur faut absolument une guerre, sinon mondiale, tout au moins régionale. Et c'est ce que j'avais révélé dans mon livre Le complot mondialiste. Rappelez-vous, Ariel Sharon, années 80-90, quand il disait que si l'existence d'Israël était en danger, Israël n'hésiterait pas à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et Israël se rend de plus en plus compte que, avec le développement de l'Iran, avec le développement du Hezbollah libanais, etc., même s'ils voulaient mener une action comme ils l'ont fait contre l'Irak, ça ne se passerait certainement pas aussi bien qu'avec l'Irak. Donc ils sont acculés. Est-ce que vous pensez que Poutine serait également déçu de la politique menée par Trump ? Il est évident. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit, c'était au début de l'émergence de Trump qui surprenait tout le monde, et vous m'aviez posé la question ce que je pensais de Trump. Et très prudemment, j'avais répondu en disant que ce n'était pas le personnage Trump qui m'intéressait, que je ne sentais pas. Ce qui était intéressant, c'était la réaction qui le portait visiblement vers le pouvoir. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que, en fait, ceux qui l'ont porté au pouvoir sont cocus aujourd'hui. Mais aussi Poutine, qui a cru, alors je ne sais pas si ce dont on l'accuse d'avoir manipulé les élections, d'avoir manipulé au point de vue renseignement sur Dame Clinton, etc., ça a pu aider Trump à arriver au pouvoir, je n'en sais rien, mais si Poutine a réellement tablé sur Trump pour améliorer les relations américano-russes, il s'est trompé, il s'est fait avoir. Comme il s'est fait avoir pour la Libye. Donc, et connaissant Poutine, il n'a pas dû apprécier du tout. Aujourd'hui, son soutien envers Donald Trump, il ne tiendrait pas debout 2 minutes. Ah non, maintenant c'est terminé. Maintenant c'est terminé. Les dernières déclarations du ministère des Affaires étrangères russe, que ce soit Lavrov ou une autre personne, une femme, je n'ai pas son nom en tête, mais c'est clair et net. Maintenant, il n'est plus possible de collaborer avec les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui va se passer ?
Donc là, je regrette beaucoup, mais et ceux qui ont porté Trump au pouvoir et Vladimir Poutine ont été cocufiés. Il n'y a pas d'autre terme. Et concernant cette attaque au gaz sarin, pensez-vous qu'elle a réellement eu lieu? Alors là, il y a deux thèses. Il y a d'abord la thèse occidentale qui dit que ce sont les troupes syriennes qui ont bombardé au gaz sarin des troupes de Al-Nosra. Alors Al-Nosra, petit rappel, c'est le nom donné à Al-Qaïda en Syrie. Al-Qaïda, quand même. Création américaine, pas oubliée, avec Ben Laden. Donc, première thèse. Deuxième thèse, et alors c'est curieux, parce que c'est important là, pour montrer la manipulation des médias, je l'ai entendu directement sur une de nos chaînes, BFM TV ou LCI, je ne sais plus, disant que même les Russes avaient reconnu que c'était les Syriens qui avaient bombardé. Et je m'étais dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et 24 heures plus tard, j'apprenais qu'en fait, ce que les Russes avaient réellement dit, oui, il y a eu bombardement. Mais c'était contre des dépôts de gaz de Al-Nosra. Donc la branche de Al-Qaïda, je me répète. Pas tout à fait la même chose. C'est même le contraire de l'information. Et alors, il y a une troisième thèse, qui me semble peut-être plus vaseuse, parce que je n'ai pas de texte officiel russe à ce sujet-là, c'est qu'en fait, il n'y aurait même pas eu de gaz sarin dans l'histoire et de bombardement, que c'est uniquement une fiction, un false flag. On est en plein dans la désinformation. C'est pour ça, avant de réagir, il faut toujours réfléchir et comparer les... En fait, votre théorie n'est pas si fausse, parce que en fait, parallèlement, l'hôpital en fait, a été attaqué à côté. L'hôpital. Oui. Il y a eu en fait un bombardement sur l'hôpital qui... Alors, ils trouvent toujours le moyen de bombarder un hôpital. Alors, à propos d'hôpital, rappelez-vous, là encore, c'était une action qui était imputée aux Syriens. Et le hasard avait fait que certains journalistes honnêtes avaient découvert que les photos de l'hôpital qu'auraient bombardé les troupes syriennes ou russes, à l'époque, ça remonte à quoi, 8 mois et des poussières environ, cette histoire-là. C'était en fait un hôpital de la bande de Gaza, bombardé par les Israéliens. On l'avait signalé dans la politique, ça. La photo était la même. Et montage. En Syrie, Jean, tu disais que l'ONU avait surveillé et déclaré qu'il n'y avait plus de... Oui, en fait, c'est un article que j'ai trouvé sur RTTV qui stipule que l'ONU avait passé en fait en 2014 toute la Syrie au peigne fin et qu'il n'y avait plus d'armes chimiques déjà dès 2014. Mais bien entendu. Non, c'est quasiment officiel ce truc-là. Mais simplement, on compte sur l'oubli des masses populaires pour leur faire avaler n'importe quoi. Alors, vous avez toujours été très réservé envers Donald Trump. Si certains événements récents semblent donner raison, que pourriez-vous en fait y revenir sur Donald Trump? Alors, ou bien ça va mal se terminer pour lui parce qu'il ne tient pas la route à aucun point de vue, ou bien on va être obligé de supporter ce personnage-là qui est aux ordres visiblement des néoconservateurs américains, donc du sionisme. Et ça c'est inquiétant, et si ça continue comme ça, on va finir par regretter Obama. Ce qui n'est pas triste quand même. Voilà, nous avons terminé sur nos questions internationales, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur une question de doctrine que je rajoute ici même? Dans une de vos dernières conférences, il me semble, vous aviez parlé de votre souhait finalement de revoir l'Empire français se reconstruire. Vous voyez ce que je veux dire? Et or là, actuellement, vous venez de dire que l'action française était contre la colonisation de l'Algérie. Quelle position doit adopter un nationaliste face à... Finalement, à toutes ces colonies, si on veut, je crois, Jean, c'est vous qui me disiez que l'Algérie était le deuxième pays au monde, après la France, à relayer mes conférences. Hors CE, vous êtes lu, le premier pays à vous suivre, hors CE, c'est l'Algérie. Pourquoi
Bah, Parce que apparemment, mon discours leur convient. Ce ne sont pas des attaques que je sache qui sont faites. non, contre pas moi. du tout. Il n'y a aucun commentaire désagréable. On n'a jamais reçu. Pardon. Il est certain que les plus lucides parmi non seulement les Algériens, mais les musulmans dans leur ensemble, comprennent qu'ils ont besoin de s'appuyer sur un pays. Bon, ils sont francophones, donc pour eux, évidemment, le plus proche, c'est la France. Il y a la Russie aussi, bien entendu. Qui les mettent à l'abri des visées sionistes. Parce que la déstabilisation du Moyen-Orient, il n'y a pas que ça. Hein. Ils sont en train d'essayer de déstabiliser le nord de l'Afrique aussi. Oui. Alors, grâce à Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, Obama, Cameron, etc., ils ont réussi avec la Libye. Que des prix Nobel de la paix. BHL, dernièrement, disait qu'il fallait déstabiliser l'Algérie aussi. Donc, ces gens-là savent très bien quels sont leurs amis, quels sont leurs ennemis. Et à travers de mon discours, ils se rendent compte que je suis un ami. Parce que je considère qu'il n'est pas question de revenir au colonialisme tel qu'il a été bâti par la Troisième République maçonnique. Si on doit reconstruire quelque chose ensemble, ce sera sur le plan de la complémentarité. C'est pas la première fois que je le dis. Je le dis depuis je ne sais pas combien de temps. C'est dans mon livre Nationalisme français. Je le dis depuis toujours. Parce que nous avons des intérêts communs, des synergies communes, et que il faut faire front contre l'ennemi commun. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Oui, oui. Et pour des territoires d'outre-mer, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la Guyane. C'est une volonté de larguer la Guyane et ses richesses. Voilà. Tout est là, c'est toujours la même chose. On dépecèpe la France morceau par morceau. Et Macron, ça va être ça. Rappelez-vous, alors, je ne sais pas si vous allez me parler des mensonges de Macron. Si oui, bon là, j'arrête là. Il y en a Sinon, tellement, on peut même... il faudra en faire Non, une liste. oui, allez-y. Non, bon. Continuez sur l'info. Macron qui s'est défendu dernièrement des accusations de Fillon, justement en disant non mais c'est pas vrai, etc. Il nie son action dans la vente aux Chinois de l'aéroport de Toulouse, de la vente de la branche énergétique de Alstom à General Electric américain, de la vente à son grand ami franco-israélien Patrick Drahi de SFR, entre autres, hein, parce qu'après tout, Patrick Drahi a en main quasiment tous les grands moyens d'information français, à commencer par BFM TV, Libération, Nouvel Obs, l'Express, si je ne me trompe. Hein. Et tout ça grâce à qui ? Grâce aux socialistes, et énormément grâce à Macron quand il était ministre des Finances. Et alors, c'était même incroyable. On nous présente ce Macron comme la planche de salut, hein, sur le plan économique. Et il a tellement bien réussi sur le plan économique quand il était aux finances. La France n'a fait que s'enfoncer déjà encore un peu plus. Dire que Sarkozy y avait déjà gentiment participé. Voilà. Et c'est ça je reviens encore, qu'un certain nombre de gens de droite catholique ou peu pro-catholique, y compris ce qu'on appelle la droite extrême, ne comprennent pas. Par leur attitude sectaire, figée sur François Fillon, ils risquent de laisser passer Macron. Et donc ce serait l'intérêt des hauts financiers, du grand patronat de dépecer encore un peu plus la France. Mais de toute façon, ils s'en fichent. Pour eux, la France, c'est rien du tout. Ce qui compte, ce sont les grandes affaires, ce que ça rapporte. Et je rappellerai encore une fois ce texte de Jean Grandois, qui était le président à une certaine époque C'était l'ancêtre, c'était ce qui s'appelait avant... C'était avant le MEDEF. Le truc des grands patrons. Jean Grandois avait déclaré... l'argent et le travail des Français n'est plus au service de la nation. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Alors au service de qui ? Du mondialisme. Des grandes affaires. Et c'est pour ça que le nationalisme ne peut être que social.
Et c'est pour ça d'ailleurs que je reçois de plus en plus d'appui de gens qui viennent de gauche, qui ont compris que la gauche ne représentait pas la défense du monde du travail. Souvent d'ailleurs la gauche ça coquine avec des grandes banques. Mais de toute façon, quand Hollande disait qu'il allait s'attaquer à la banque, ah bon? La haute finance est mon ennemi. Ouais. Et qui a-t-il désigné comme... c'est lui qui a mis Macron en position d'être candidat quand même. Hein? Or Macron c'est qui? C'est le candidat de Rothschild, etc., etc. Est-ce que vous imaginez qu'un jour Macron pourra abolir la loi scélérate de 1973, dite loi Rothschild de Giscard, qui interdit à l'État français d'emprunter sans intérêt à la Banque de France pour ne pouvoir désormais emprunter qu'auprès des banques privées? Banques privées qui d'ailleurs cachent leur argent dans des paradis fiscaux. Bien entendu. C'est parce que le nationalisme, c'est la guerre. Mais c'est tellement évident, ça. Moi, je suis sidéré, vraiment. Ça donne une piètre idée de l'intelligence humaine quand je vois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Merci, M. Poincaré. Merci, M. C'est terminé? Oui, c'est terminé. Très bien, eh bien, écoutez, merci à vous surtout. À tout à l'heure pour la conférence. À tout à l'heure pour la conférence.